Effectivement, Emmanuel, on se demande si on change de saison ou s'il n'y a plus de saison. C'est un petit peu la question, même si l'automne est bien au rendez-vous. Nous allons nous plonger dans l'hiver. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de médaille de finisher, mais il y a un apéro de finisher. Donc je serais vous, je me rassierais. Je sais que c'est la dernière, je sais que c'est parfois difficile d'aller jusqu'au bout. Mais vous allez voir, sur cette dernière présentation, nous aurons un échange qui nous mobilise tous au quotidien, car c'est le moteur depuis plusieurs années de notre économie de la montagne. Je parle bien entendu du ski. Certains l'ont imaginé, certains l'ont rêvé, certains l'ont fantasmé. Une saison sans ski, on l'a vécue. On l'a vécue peut-être par anticipation. On ne va pas être là pour débattre de la climatologie et de l'évolution climatique de notre Terre, mais bien de débattre de la place du ski, de l'organisation de notre économie de stations de montagne, dans une période qui a vu des bouleversements qui n'étaient jamais arrivés depuis la création du tourisme en montagne, qui a permis le développement, bien entendu, du ski, mais aussi de toute une autre économie, les activités outdoor, les activités de pleine nature, ayant embrayé le pas et ayant été, pour certaines, financées grâce aux retombées économiques de l'or blanc. Pour aborder ce sujet, je vais inviter à nous rejoindre sur scène. Nous avons 6 intervenants sur cette dernière table ronde qui nous viennent un petit peu de partout dans les Alpes, mais aussi d'autres massifs. Je pense entre autres au Massif central. Je vais vous demander d'applaudir, au moment où ils me rejoignent sur scène, Luc Stelly, Morgane Redouin, Nathalie Faure, François Barbier, Mathieu de Chavannes et Nicolas Chapuis. Allez-y, prenez place. Comme d'habitude, j'ai oublié de faire le plan de table, donc vous vous mettez comme vous voulez. Il vous manque un siège ? Attendez, regardez, on va... On n'avait pas eu de bug technique depuis 2 jours. C'était pas normal. Mais en fait, c'est parce qu'on va parler de ski, c'est qu'on va parler de neige. Mais voilà. C'est l'écran blanc. Tempête de neige sur la dernière conférence, exceptionnelle. Madame, messieurs, merci de m'avoir rejoint sur scène pour cette dernière table ronde. Alors, on va tout de suite démarrer avec une personne, une grenobloise qui aujourd'hui a œuvré, alors peut-être pas d'origine, mais en tout cas qui a longtemps œuvré sur le territoire, puisqu'elle a travaillé pendant plusieurs années chez Rossignol, puis à Courchevel, à l'Office de tourisme de Courchevel, qui a travaillé avec Télé Grenoble, qui travaille toujours à Télé Grenoble, très investi dans le développement de nos territoires, et qui a été récemment élue vice-présidente déléguée à la montagne au conseil départemental de l'Isère. Nathalie Faure, bonjour, merci d'être avec nous. Alors Nathalie, aujourd'hui dans vos expériences professionnelles, aujourd'hui dans votre expérience d'élu au quotidien, comment est-ce qu'on aborde la saison d'hiver à venir après ce qu'on a vécu? Qu'est-ce qu'on en a retenu et qu'est-ce que quelle perspective cela nous offre? Alors, bonjour à tous. Alors c'est une vaste question parce qu'on pourrait disserter longuement dessus, mais il est clair qu'aujourd'hui on aborde la saison à venir avec beaucoup d'optimisme parce qu'on sait que les stations vont ouvrir. Cet hiver c'est ouvert, hein, c'est ce qu'on entend de partout. Reste à définir dans quelles conditions, avec ou sans passe sanitaire. On a l'impression que ça va être sans, si tant est que la situation ne se dégrade pas. Donc effectivement l'optimisme est de rigueur. Maintenant, les stations, effectivement, après ces 2 saisons un petit peu difficiles, ont dû s'adapter, mais la crise sanitaire n'a été qu'un accélérateur, puisque ça fait longtemps que les stations ont commencé à réfléchir
sur ce que les saisons pouvaient être en termes d'activité. On sait aujourd'hui que le moteur économique principal reste le ski, et ce pour de nombreuses années. Alors pour ne parler que de l'Isère, parce que on a une étude très précise qui a été faite sur l'avenir à 2050 au niveau de l'enneigement, station par station, donc quelque chose de très précis, et qui permet de valider le fait que avec une neige de culture raisonnée, on pourrait avoir à l'horizon 2050 des conditions identiques à celles qu'on a aujourd'hui. Ce qui veut dire que on peut envisager normalement sereinement l'avenir, en tout cas pour les 30 prochaines années, avec le ski. Et le ski est l'activité qui aujourd'hui permet la diversification, la transformation des stations vers un avenir qui va être différent, puisqu'effectivement, il y a eu la crise sanitaire, mais il y a bien d'autres crises que les stations ont dû traverser par le passé, notamment des crises climatiques. On n'a pas toujours eu de neige. Aujourd'hui, il y a une évolution aussi au niveau des comportements des consommateurs. Donc, il faut s'adapter à tout ça. Aujourd'hui, on va plus vers des courts séjours. Les vacanciers sont beaucoup plus concernés par l'environnement. Donc, on doit s'adapter à tout ça. Et quand on gouverne, entre guillemets, un département comme l'Isère, avec des massifs aux topologies très différentes, aux évolutions climatiques aussi différentes que les vôtres, comment est-ce qu'on arrive à coordonner un petit peu les développements de Loisan qui ne sont pas du tout les mêmes que les développements qu'on peut avoir dans le Vercors ou la Chartreuse, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure? Alors en fait, on a une politique vis-à-vis de la montagne qui s'adapte en fonction des massifs. On est en relation étroite avec les stations pour voir avec elles quels sont leurs projets structurants, de quelle manière on peut les aider. Il faut rappeler que le département est le premier partenaire des collectivités locales et qu'on est en soutien pour leur permettre un développement structurant. Alors, on a pendant la crise effectivement eu un soutien particulier aux stations dédiées par rapport à la crise, mais on a depuis toujours des plans liés à la montagne. On va notamment là avoir un plan montagne qui va être voté prochainement, qui est un plan de 10 millions d'euros pour les stations de l'Isère, pour leur permettre une reprise d'activité, pour leur permettre de développer leurs projets. Donc on le fait au cas par cas et en fonction justement des massifs. Si on est sur une grande station, si on est sur des plus petites stations, si on est sur de la diversification, sur de la sécurisation d'enneigement, on sait faire du sur-mesure. Pour rester sur le territoire de l'Isère, on a vu des stations comme l'Alpe d'Huez, comme les Deux Alpes, proposer beaucoup de diversification au cœur de l'hiver en matière d'activité, elles qui avaient quand même bien capitalisé sur le ski, eu égard à la qualité des domaines, comme bon nombre de stations françaises. Est-ce qu'elles ont appris, est-ce qu'elles ont échangé avec d'autres destinations? Encore une fois, je pense à celle du Vercors, de Chartreuse. Est-ce qu'elles ont eu le temps d'échanger pour dire, tiens, vous, comment vous faites quand, entre guillemets, vous n'avez pas de neige? On sait par exemple que très tôt, la Chartreuse s'est mobilisée sur le ski de randonnée et on a vu pousser une carte d'activité nordique sur les Deux Alpes cet hiver, finalement, très tardivement par rapport à ce que la Chartreuse fait déjà depuis de nombreuses années. Alors, il est évident que les grandes stations qui n'avaient aucun problème d'enneigement et qui, de plus, étaient déjà bien équipées en neige de culture, n'ont pas eu la même problématique au moment de la crise sanitaire. Les petites stations et stations de moyenne montagne qui n'avaient pas forcément cette sécurisation de l'enneigement avaient déjà travaillé à de la diversification depuis de nombreuses années, avaient déjà des activités prêtes, avaient déjà des cheminements au niveau du ski de randonnée ou de la raquette. Maintenant,
on sait que depuis plusieurs années déjà, la clientèle évolue, qu'elle est en recherche de multi-activités et pas uniquement le ski. Et donc, même les grandes stations ont déjà engagé depuis quelques années de la diversification. Et ça n'a fait que s'accélérer au moment, effectivement, de la crise sanitaire. Merci beaucoup Nathalie. On reviendra avec vous sur les enjeux pour les stations avec l'ensemble des intervenants dans quelques minutes. À vos côtés, nous avons le plaisir, nous partons donc de l'Isère. On va aller en Haute-Savoie. Vous allez voir, on va pas mal voyager dans les stations. C'est un joli road trip que nos intervenants nous offrent cet après-midi. On part en Haute-Savoie, au Contamine-Montjoie, avec François Barbier qui est... on peut encore le dire, nouvel élu, nouveau maire des Contamine-Montjoie, avec une équipe renouvelée à 99%, avec des projets assez ambitieux, ou tout du moins qui tranchent un petit peu avec la politique qu'il y avait jusque-là sur les Contamine-Montjoie. Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, vous, votre vision pour les Contamine-Montjoie et peut-être les stations environnantes ? Bonjour à tous. Oui, adaptation, je crois que c'est un mot qui est vraiment à la mode maintenant. Donc, on a une station-village qui va entre 1000 et 2500 mètres d'altitude. On a la chance d'avoir le passage du Tour du Mont-Blanc, plus de 40 000 personnes qui passent l'été. Néanmoins, l'activité estivale, à l'inverse de ce que pensent certains politiques, c'est pas ça qui fait vivre une station de ski. Économiquement, on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux, sur les mêmes chiffres. Et donc, notre volonté, c'est bien de conserver et d'améliorer notre offre, de s'adapter au niveau de l'offre hivernale. Et puis, de par notre position entre 1000 et 2500 mètres, comme je le disais précédemment, de pouvoir développer des activités estivales et d'aller de l'avant. Alors, certains ont fait des choix très radicaux, en Haute-Savoie, comme en Isère, comme même en Savoie, sur un développement VTT très engagé. On n'est pas là-dessus parce que ça nécessite pas mal d'investissements et puis je ne suis pas sûr personnellement qu'il y ait de la place pour tout le monde. Par contre, il y a une chose qui me semble importante, c'est d'essayer d'étoffer notre offre estivale, entre autres avec tout ce qui est mobilité douce, donc tout ce qui est vélo, VAE, la randonnée on connaît, le trail on connaît, mais disons que cet aspect montagne douce accessible à plus à plus de consommateurs, à plus de visiteurs par le biais du vélo et surtout sur l'ouverture estivale est une option intéressante. Alors je reviens sur un élément qui pour moi, tenu par certains de nos politiques, ne fait pas sens, ce qui s'appelle l'orientation 4 saisons. Pour moi, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, quand on est en station, si on est en station, c'est souvent pour bosser en tant que saisonnier, une saison d'été, une saison d'hiver. Et la notion de 4 saisons aujourd'hui, il suffit de venir dans nos montagnes au mois d'octobre ou au mois de mai. C'est pas les meilleures périodes, même si on a des fois des très beaux étés indiens comme c'est le cas actuellement. C'est pas les meilleures périodes pour pouvoir développer un tourisme additionnel au tourisme juillet-août et au tourisme hivernal. Sur la question de l'hiver, aujourd'hui vous parlez de faire venir, de diversifier la clientèle sur l'été. Est-ce que c'est la même logique sur l'hiver, de pouvoir capitaliser finalement sur ces clientèles que vous n'aviez pas vues depuis longtemps, à Noël, en février ? Alors, je pense qu'on n'a pas vu ces clientèles depuis longtemps parce qu'elles n'avaient pas trop le choix d'aller ailleurs. Et puis aussi parce qu'on a réussi à proposer, en remplacement du ski, malgré nous, du ski alpin, d'autres activités plus accessibles, peut-être un peu moins chères et nouvelles. Je pense à la randonnée à ski, je pense au ski de fond, je pense à la balade en raquette. Et c'est vrai que c'était intéressant de voir qu'une clientèle qui ne venait pas spécialement au ski, alors peut-être pour des raisons économiques, mais aussi parce que le ski n'était peut-être pas leur tasse de thé, ont découvert qu'on pouvait faire autre chose d'hiver à la montagne que du ski alpin. Mais rassurez-vous, je suis convaincu que dès le 15 décembre, je pense que Mathieu de Chavannes à côté de moi ne dira pas le contraire, que très rapidement, le ski alpin va reprendre sa place. Et ça ne sera pas au détriment du reste, parce que les gens qui ont découvert autre chose dans l'esprit actuel de nous tous, qui est le zapping, je pense que le ski de fond et la randonnée, à moindre mesure que ce qui a été le cas l'hiver dernier, resteront ou seront des activités qui garderont une petite clientèle additionnelle par rapport à ce qu'elles avaient précédemment. Mais le gros du gâteau, le gros du marché, le gros de l'activité va redevenir très fortement le ski alpin, j'ai aucun doute à ce niveau-là. Lorsqu'on préparait notre échange, enfin cette table ronde, vous m'évoquiez aussi la nécessité peut-être de reprendre en main nos villages, nos stations, de la vie
c'est-à-dire qu'on a été très tourné sur le front de neige, et il faut qu'on continue d'animer nos fronts de neige, mais nos places du village ont revêtu une importance capitale à partir du moment entre guillemets, où le front de neige a disparu temporairement cet hiver, trouver les équilibres entre le ski et les cœurs de station. Ce qui fait la force de nos villages, c'est justement cette vie au village. C'est une population qui est là et qui reste là, qui habite là, qui travaille là. Et alors, je ne suis pas là pour parler des grandes stations qui n'ont peut-être pas cette réponse. Nous, on a une réponse d'un village qui vit toute l'année. Alors effectivement, on passe de 1000 à 15 000 lits en pleine saison, donc ça fait vraiment un énorme gap. Néanmoins, il y a une vie au quotidien, tous les mois de l'année au sein du village. Et ça, c'est très important parce que, d'abord, par rapport à l'activité économique, il faut assurer le travail. Bon, bien sûr, on a des saisonniers qui viennent de l'extérieur, mais c'est très important. Et puis, à la vie économique, ne serait-ce que commerciale, ne serait-ce que tout ce qui est animation, activités diverses et variées, avec un fond de roulement, c'est pas le bon mot pour parler d'une population, mais avec une population qui est stable, entre 1000 et 1500 personnes à l'année, eh bien, ça permet d'entretenir le village, de faire vivre le village, et puis de permettre aussi à des activités économiques complémentaires de venir s'installer. Alors la limite, c'est borderline, parce que 1000-1500 personnes, une boutique, un commerce, c'est compliqué à vivre hors saison. Mais néanmoins, ça permet quand même d'ouvrir une activité pour ensuite permettre d'apporter d'autres services, d'autres activités à une clientèle touristique qui est en attente aussi de ce genre de choses, ce qu'on appelle l'après-ski, en dehors de l'activité ski pure. Et peut-être justement de satisfaire des gens qui aimeraient s'isoler un petit peu du reste du monde et venir au mois de novembre profiter des journées dans le brouillard en station. Ils sont les bienvenus, il n'y a pas toujours le brouillard, mais c'est vrai que la problématique que l'on a nous en station dans nos villages de montagne, c'est vrai que garder les activités locales et commerciales ouvertes, motivées, c'est pas toujours très simple. Et je le disais tout à l'heure, l'esprit du saisonnier, c'est quand même d'avoir des bonnes coupures, des bonnes saisons où ça travaille beaucoup, ça fait beaucoup d'heures, mais après une bonne coupure où on part ailleurs, on va voir autre chose pour revenir en pleine forme pour attaquer la saison qui suit. Merci beaucoup. Alors on va rester en Haute-Savoie avec votre voisin, Mathieu de Chavannes. Vous êtes PDG de la Compagnie du Mont-Blanc, la Compagnie du Mont-Blanc Chamonix, pardon. Et bon, en tant qu'exploitant de domaines skiables, et pas que domaines skiables, vous avez tout un tas d'autres activités. Vous avez été frappé de plein fouet par la fermeture des stations. Mais j'ai envie de dire, vous étiez déjà dans une logique de diversification de votre activité, et vous allez nous expliquer un petit peu, vous, votre approche et votre vision et la nécessité de se diversifier et comment. Et entre autres, je crois que vous m'avez beaucoup parlé de l'humain, l'importance de l'humain dans cette diversification. Vaste sujet, bonjour. Donc oui, nous, pour info, on exploite dans la vallée de Chamonix, puis aussi à Megève. Et donc il y a un domaine de haute altitude, mais aussi un domaine qui ressemble plus, celui des Contamines d'ailleurs, village. Et c'est intéressant, parce que ça nous permet justement d'avoir deux visions qui peuvent être parfois différentes. Quand on préparait l'entretien, oui, je vous ai dit, moi je crois à la triptyque digital, humain, nature. Digital, pourquoi ? Parce que le Covid, là, ça a bouleversé les choses à ce niveau-là. Il y a eu une accélération forte du digital. Et tout ce que veulent les gens, c'est de préparer leur séjour le plus vite possible avec un outil performant, ça c'est indéniable. Donc là-dessus, on a fait pas mal de progrès, il en reste beaucoup à faire, mais on pousse justement pour que cette partie-là, elle soit automatisée, parce qu'entre guillemets, elle n'a pas beaucoup de valeur ajoutée humaine. Par contre, une fois que les gens sont chez nous, à Cham, moi on incite les gens à poser leur portable. Voilà, on fait tout pour ça en leur disant, regardez, ce que vous retiendrez à la fin de votre semaine, on a fait des études sur ça, c'est toujours la relation avec une personne ou un paysage. Servez-vous-en pour prendre des photos, le reste, vous le posez. Vous réservez votre billet d'avion plus tard, etc. Vous aurez tout le temps de le faire le soir. La journée, posez votre portable. Et passez du temps à échanger avec les gens chez nous. Ça tombe bien, nous on fait tout pour les inciter à passer d'un métier de transporteur à un métier d'ambassadeur du territoire. Et c'est plus intéressant pour eux, parce que c'est des gens qui aiment leur vallée, c'est des gens qui, souvent, ils sont nés, ils habitent, ils connaissent l'histoire du lieu, ils connaissent les tragédies, ils connaissent les bons moments, ils ont plein de choses à raconter, ils sont demandeurs de ça, parce que on rentre en interaction avec quelqu'un, et c'est la base du tourisme. Et
on voit bien au début, les touristes sont un peu réfractaires parce qu'ils sont habitués à avoir quand même une relation qui soit plus tendue, on va dire, avec quelqu'un, mais ils y prennent goût. Et ça leur laisse des souvenirs et on arrive à leur passer des messages qui, petit à petit, les aident aussi à mieux se comporter au jour le jour. Alors, on n'est pas là pour être présomptueux, hein, mais on essaye de répondre à cette demande qui est de plus en plus forte, d'où ce qu'on est en train de faire au Montanvert, hein, faire un centre d'interprétation des glaciers et du climat, parce qu'on s'est rendu compte que les gens veulent comprendre ce qui se passe dans l'environnement et puis ils veulent repartir avec des petits conseils pour mieux se comporter au quotidien. Et la philosophie qu'on utilise, elle est assez basique, mais c'est les gens aiment ce qu'ils comprennent et ils protègent ce qu'ils aiment. Donc à nous de leur passer cette info, c'est plus intéressant pour eux et c'est intéressant pour nous. Et puis dernière chose, après, c'est l'aspect nature. Alors nous, on est dans des régions, où, en tout cas moi c'est mon point de vue, hein, y compris à Megève, les gens ils viennent pas pour plus de kilomètres de piste, ça les intéresse pas. Donc on cherche pas du tout ça. Au contraire, nous... alors, bon, moi j'y suis attaché aussi à ça. Pour moi, à un moment, la nature c'est sacré. Voilà. Donc on arrive en haut, on essaye à chaque fois, on ne rajoute pas de nouvelles installations. Nous, on fait tout. Pour la plupart du temps, on enlève 2 appareils, on n'en met plus qu'un. À chaque fois, on se pose la question de dire est-ce toujours intéressant d'aller dans cette zone ou pas ? Est-ce qu'on la laisse pas en friche ? Si on la laisse en friche, on va délimiter des zones. On a un observatoire environnemental en interne, on a une cartographie parfaite de la faune, de la flore. Donc on a plein de choses à expliquer aux gens en leur disant n'allez pas là-bas, il y a du tétralyre si vous venez en ski de rando ou vous passez en freeride. Il peut faire un seul vol pendant l'hiver, après il s'épuise. Au début, on avait du mal à passer ces messages. Maintenant, les gens sont super réceptifs à ça. C'est un message d'optimisme que je passe parce que c'est très intéressant et ça va dans le bon sens. Donc je ne suis pas du tout à dire il faut tout enlever parce que ça, l'intervenant auparavant, j'adhère tout à fait. Le sujet, c'est pas... On a eu ce débat à un moment sur le Montanvert, est-ce qu'on enlève tout et on part à zéro ? Mais ça, c'est absurde. Et moi, j'ai 1000 employés, il faut les faire vivre, on reverse 26 millions d'euros de taxes. Il faut arriver à continuer. Et c'est la difficulté, d'ailleurs. C'est ce qui est intéressant aussi, intellectuellement. Il faut trouver les bonnes solutions. Sur le Montanvert, on est arrivé à trouver la bonne solution. C'est 7 ans de boulot avec des associations. Mais à la fin du compte, on a fini avec un avis... favorable à l'unanimité. Bon, donc on se dit qu'on arrive, et c'est là où c'est très important le dialogue aussi avec les élus, tous ensemble, quand on s'y met, on arrive à trouver les bonnes solutions, ça met juste un peu de temps. Voilà. Vous m'évoquiez aussi la nécessité de ne pas sanctuariser des lieux, on pense entre autres au Mont Blanc, à la mer de glace, mais vraiment d'amener les gens au plus près des changements climatiques qui se voient, de manière à ce qu'ils le ressentent et qu'ils le comprennent. Vraiment, cette importance-là, c'est ça, hein, vraiment. Alors, sur le Montanvert, donc c'est un site qui est un peu en fin de vie au niveau du tourisme. Il symbolise les années 80, hein, jusqu'à 11 000 personnes jour en 78. Maintenant, une très grande journée d'été, c'est 5 000 personnes. Donc c'est pareil, quand on parle d'hyper-fréquentation, il faut relativiser parce que moi, le volume en ski depuis 11 ans, c'est les mêmes volumes, il n'y a aucune croissance. Donc on n'est pas du tout en hyper-fréquentation. Et un site comme le Montanvert, on est passé de 11 000 à 4 000. Donc c'est plutôt en baisse. Nous, on essaye juste de stabiliser les choses. Voilà, je le dis parce que des fois, il y a des mauvaises informations qui circulent. Après, ce que veulent les gens, c'est l'aspect visuel est fondamental. Donc là, sur le Montanvert, il faut remettre une architecture en adéquation avec le lieu, donc ça on y a retravaillé là-dessus, mais après dans le centre c'est 25 minutes de tour, le but c'est d'expliquer l'histoire du site qui est très riche, ça va de pourquoi est-ce qu'on a fait un train à l'époque, les difficultés, il faut savoir qu'à l'époque tous les guides de haute montagne ne voulaient plus de train, ne voulaient surtout pas de train parce qu'ils montaient leurs clients avec des mulets, et aujourd'hui, il n'y a plus un guide qui vous dit qu'il ne faut pas de train. Donc, il y a aussi une évolution qui est intéressante à compter. Il y a Pasteur, Churchill, etc. Je vous en passe des meilleurs au Montanvert. Ça intéresse les gens. Et puis après, comment on est un glacier, comment vit un glacier, le futur d'un glacier, et l'évolution du climat. Mais on ne va pas faire le musée de la science là-bas. Le but, c'est les gens sont en vacances. On va essayer
de faire aussi, de leur donner des simulations. Qu'est-ce qui se passe s'il y a 1 degré de plus en Californie, un feu en Californie, les impacts en Europe, et puis de leur donner, à travers des voies internationalement connues, des conseils, des petits tips. Tiens, il y a une best practice qui s'est faite à San Francisco, ça a donné ça comme résultat. Voilà, ils repartiront avec ce qu'ils veulent, mais ils auront, je pense, réponse à leurs questions. Et tant qu'il y a de la glace, parce que ça, on l'assume totalement, moi, les gens, tant qu'il y a de la glace, ils veulent toucher la glace. Cet aspect sensoriel, il est très important. Donc, on va continuer à amener les gens toucher la glace. On va essayer de faire une grotte la plus pure possible, hein, pas de lumière, que du naturel. Et puis, quand il n'y aura plus de glace, c'est pas grave. Voilà, on ne court pas après la glace, nous. La télécabine, elle s'arrête là, elle ramènera les gens qui reviennent de la vallée blanche, et puis après, ça sera un point de... Je vais caricaturer, mais ça sera un point de départ de randonnée pour aller au sommet des Grandes Jorasses à pied. Voilà, il reste 2200 mètres, donc il y aura encore quoi faire, mais on n'ira pas plus loin. Mais tant qu'il y a de la glace qui est là, nous, on va permettre aux gens de la toucher, parce que 90% des gens veulent ce côté sensoriel. Ils veulent comprendre ce qui se passe, mais après le toucher. À Chamonix, vous avez un business model qui est un petit peu particulier, mais sur lequel vous souhaitez aussi capitaliser. C'est cette association remontée mécanique accompagnateur. Oui. Chose qu'on a dans les autres stations, mais essentiellement sur le ski, moins sur d'autres activités. On le cherche, ce business model, on a beaucoup parlé ce matin. Oui. Mais chez vous, a priori, ça marche et vous voulez vraiment insister là-dessus. Alors, ça marche, c'est aussi plus simple, je le reconnais pour moi, parce que forcément, on peut aller jusqu'à 3800 mètres d'altitude, voire 4000. Donc, il y a cette notion d'altitude qui aide. Mais, on s'est, y compris à Megève, on s'est rendu compte que moi, je me suis battu au début pour faire des pistes de ski de randonnée. Et les gens me disaient, pourquoi on fait des pistes de ski de randonnée? Ils ne vont pas acheter de forfait. Si, en fait, ça marche. Pourquoi? Parce que quand les gens viennent en vacances maintenant, si vous n'avez pas des pistes de ski de randonnée qui sont qualitatives, les gens iront dans une autre station. Voilà. Alors certes, pendant le jour où il va faire du ski de rando, ou 2 jours, il ne va pas vous acheter de forfait, mais si vous ne l'avez pas, il va aller dans une autre station, il va pouvoir l'avoir. Donc il faut les faire. Après, ce qu'on essaye de faire, et c'est plus facile à faire à Cham qu'à Megève, par exemple, c'est de créer un business model d'altitude. Donc créer des pistes de ski de rando en altitude, parce que forcément, les gens prennent un premier ascenseur sur lequel ils achètent un forfait pour monter, donc ça génère une économie. Et on accompagne ça, par contre, et ça on le fait sur d'autres domaines, comme aux Ouches ou à Megève, de personnes physiques qui sont là pour faire du guiding. On monte les coulisses d'une station. On a fait un truc qui cartonne, qui a super bien marché cet été. On fait ça en haut de l'aiguille du Midi, on a fait ça à la Flégère pour aller au lac Blanc. Des accompagnateurs en moyenne montagne, on les positionne à un endroit, les gens peuvent venir, c'est gratuit, c'est inclus on prend ça à notre charge, et ils expliquent aux gens l'environnement dans lequel ils se trouvent, la faune, la flore, les différentes montagnes, et ils passent 3, 4, 5 heures avec, ils répondent à leurs questions, ça marche super bien. Et ben ça, dans le ski, c'est pareil. On n'a rien inventé, hein. Moi, ça, je l'ai vu aux États-Unis, mais vous avez rendez-vous avec un professionnel, et il vous aide à faire un tour du domaine, mais avec l'œil éclairé d'un local. Et on en revient à cette relation humaine où il y a un échange. Et c'est ça qu'embellit les vacances. Un peu comme les dizaines, centaines de guides au pied des grands monuments de Paris ou d'autres capitales qui en vivent toute l'année. Exactement. Merci beaucoup. Alors, on va descendre un peu en altitude et partir légèrement à l'ouest. On va aller dans le massif du Sancy, avec Luc Stelly, directeur de l'Office du tourisme du Sancy, au cœur de l'Auvergne. Alors Luc, chez vous, la glace, elle a disparu il y a quelques millions d'années. La neige y est encore présente, mais de manière peut-être plus aléatoire qu'à Chamonix. Comment ça se passe et comment ça s'est passé, en tout cas, ces derniers mois et ces 2 dernières années dans le Sancy? Ça s'est bien passé. En fait, on a 2 records. L'année dernière, on fait 0 de chiffre d'affaires en remontée mécanique. Par contre, on fait la plus belle saison hivernale qu'on ait jamais faite, si on parle touristiquement. C'est-à-dire qu'effectivement, le ski a souffert. Les loueurs de ski, les moniteurs de ski, les remontées mécaniques. Mais ça fait 15 ans qu'on prône le fait de venir chez nous, pas que pour faire du ski. Alors, il faut le dire aussi, 65% de notre activité touristique, elle se fait l'été chez nous. Donc, on est très armés pour pouvoir travailler. Alors, non pas sur les 4 saisons, on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais moi, je dis les 4 journées parce que la météo change très, très vite chez nous. Et nos professionnels sont maintenant devenus les spécialistes de la transformation en quelques heures. Alors, juste, je ne vais pas vous faire du tout
publicité de comment elle sensible, mais c'est juste pour que vous compreniez. Voilà, vous avez un territoire, vous avez 3 stations de ski. Vous voyez, on est un peu au sud de Clermont-Ferrand. On monte jusqu'à 1886 mètres. Effectivement, le volcan montait 1000 mètres plus haut il y a quelques milliers d'années. Et en rouge, vous voyez la taille, en fait, l'importance de l'offre touristique. Juste pour vous donner un ordre d'idée, voilà notre cycle aussi au niveau de l'activité, c'est-à-dire qu'on a une activité 11 mois sur 12, et ça c'est extrêmement important parce que dans notre laboratoire de transformation, on a des choses qui effectivement nous permettent de travailler et l'été et l'hiver, et on est presque plus, nous, sur dire comment, avec ce qu'on fait l'été, on travaille l'hiver que l'inverse. Juste pour vous donner un ordre d'idée, remontée mécanique, donc une année de référence, on est à peu près sur 15 millions de chiffre d'affaires. Pour comparer, l'année passée, on a fait 300 000 euros de chiffre d'affaires sur le ski et la raquette, qui est l'année, le record depuis 30 ans. Donc d'un côté, vous avez 15 millions de potentiel, avec 250 personnes qui travaillent dans les remontées mécaniques, et le ski et la raquette qui ont satisfait beaucoup de clients. C'est donc 300 000 euros de chiffre d'affaires directement, et à peu près 30 personnes qui ont travaillé dessus, donc 10 fois moins. Donc vous voyez, ce que je veux vous dire, et mon discours sera dans ce sens-là, c'est qu'on s'adapte, mais en termes économiques, c'est pas si simple que ça non plus, on n'a pas toutes les solutions. Des choses qui fonctionnent, ici une tyrolienne qui fonctionne toute l'année, qui au départ a été calibrée pour 8000 passages par an, qui en fait 24 000, et qui a permis de créer 7 postes à l'année. Tout est réfléchi comme ça. On a changé le télésiège qui amène au départ de cette tyrolienne, en passant en indébrayable. En fait, ça faisait très longtemps que la station voulait changer son télésiège. Ce qui a provoqué le changement de télésiège, c'est la tyrolienne, c'est pas le ski. Donc vous voyez, ça peut aussi être vertueux. Même principe sur d'autres activités, là comme l'extrême aventure. On a une chance, c'est qu'on a beaucoup d'activités autres, et notre travail, en tout cas sur le territoire et de la façon dont on travaille tous ensemble, c'est vraiment de se dire comment on va satisfaire nos clients toute l'année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un château de Murol qui fait un peu plus de 130-140 000 visiteurs par an, il est ouvert aussi l'hiver. Vulcania, dont vous avez entendu parler, va réouvrir maintenant au mois de février. Pourquoi ? Parce qu'on a du monde dans nos stations. Donc vous voyez, c'est un vrai pari collectif. Et puis, on disait à l'instant, pas 4 saisons. C'est vrai que chez nous, on parle plutôt de 4 journées. Alors, c'est juste pour visualiser ce que doivent vivre nos prestataires et comment ils sont adaptés. Il y a 15 ans, quand on n'avait pas de neige à Noël, c'était la catastrophe. Aujourd'hui, quand il n'y a pas de neige à Noël, c'est pas grave. Les clients peuvent venir, on sait comment les accueillir. Nous aussi, on a de la neige de culture très fortement, mais parfois, on ne peut pas la faire tourner. Et ce qui va se passer, c'est que le loueur de ski ou le loueur de raquette, il a aussi une autre activité. Par exemple, il fait de l'acrobranche. Et en 24 heures, il est capable de changer son activité. Alors, le 24 heures est important parce qu'on l'a eu l'hiver dernier, par exemple, sur Noël, où on a ressorti les VTT. Et pour un loueur de ski, ressortir des VTT, c'est pas si simple. Ça veut dire qu'il n'a pas un magasin en se disant l'hiver je fais du ski et l'été je fais du VTT. Il a un magasin où il est capable en 24 heures de changer d'une activité, une activité l'une pour l'autre. Et ça veut dire qu'en termes de logistique, il n'a pas été stocké ses VTT à 15 km et il lui faut 3 semaines pour les rapporter. Donc c'est important, ça veut dire aussi en termes d'emploi qu'on valide un certain nombre de choses. On a effectivement des saisonniers qui sont là toute l'année, mais surtout qui sont polyvalents. Donc ça, c'est la vraie question, et ça fait 15 ans qu'on travaille sur ça. Vous l'avez peut-être vu, le forfait de ski qu'on vend le plus chez nous, c'est le 4 heures. Donc ça veut dire que les clients sont habitués déjà à faire d'autres choses, qu'on leur propose une autre activité. Attention, économiquement, c'est pas encore sain, on va dire. Puisqu'aujourd'hui, par exemple, les remontées mécaniques de Superbès font 20% de leur activité hors neige. Ce qui est déjà bien, 20%. On n'en est qu'à 20%. Ça ne fait pas vivre une station, ça ne fait pas vivre des dizaines de commerces. Oui, l'activité touristique sans neige ou avec une autre activité, on commence à voir qu'il y a réellement une perspective. En termes d'économie réelle, il manque quand même une grosse partie du chiffre d'affaires. Donc on est optimiste, mais on n'a pas encore trouvé la solution. L'enjeu est finalement de diversifier son portefeuille d'activités et de rentrée économique sur des stations comme les vôtres. Vous me l'évoquiez, c'est que vous avez des accompagnateurs qui travaillent essentiellement sur le ski et eux ont des difficultés aujourd'hui, ils doivent se diversifier, et vous avez des accompagnateurs qui sont déjà dans cette logique d'équilibre où j'ai envie de dire presque qu'il y ait de la neige comme vous l'évoquiez ou qu'il n'y ait pas de neige, ils travailleront de toute façon parce qu'ils ont plusieurs cordes à leur arc.
Oui, c'est un tout. Pour vous donner un ordre d'idée, l'hiver, à l'Office de tourisme, on vend 8000 départs, 8000 personnes qui partent faire de la raquette à neige. Et au début, quand on faisait ça, la raquette à neige coûte un tout petit peu plus cher qu'un accompagnement sans raquette. Donc quand il n'y avait pas de neige, on passait notre temps à rembourser 1 euro, à dire ça va changer, etc. Aujourd'hui, on dit aux clients dès le début, vous inquiétez pas, s'il y a de la neige, vous ferez de la raquette à neige. Et s'il n'y en a pas, l'accompagnateur, lui, c'est un professionnel de la montagne, il va vous proposer autre chose. Il n'y a plus de différence de tarif, il n'y a plus rien. Et ça fonctionne très très bien. Et donc on vend encore plus. Et donc par exemple, les professionnels comme les accompagnateurs de moyenne montagne ont plus tendance à développer l'activité et être de plus en plus nombreux que d'être en recul. C'est un travail, c'est une prise de conscience. Je crois que c'est extrêmement important, et y compris au niveau de nos élus. On parlait tout à l'heure de nouvelles élections, il y a eu quelques changements et d'autres qui n'ont pas changé, c'est la continuité, mais il y a une vraie prise de conscience de se dire que le ski va être le moteur financier pour accompagner la transition. On renonce surtout pas au ski. La preuve, c'est que, ça va peut-être choquer certains, mais on est en train de faire de la neige en ce moment, on a des enneigeurs à température positive. Parce qu'effectivement, il faut absolument qu'on puisse assurer la neige et l'espace enfant. Chez nous, c'est 90% de notre clientèle. Donc on va dire à nos clients, venez chez nous, il se passera toujours quelque chose et on sait vous accueillir. Donc ça, c'est vraiment le message. Aujourd'hui, le plus gros travaux qu'on ait fait sur nos stations cet été, c'est raccourcir un télésiège. Donc vous voyez, aujourd'hui, nos élus, quand on leur dit est-ce qu'on change un télésiège à 1 million ou est-ce qu'on met 1 million sur un produit qui va travailler toute l'année, il n'y a même plus besoin de poser la question, il n'y aura pas de nouveau télésiège. Si ce nouveau télésiège, il n'apporte pas quelque chose qui va faire qu'on travaille toute l'année. Encore une fois, je caricature, je pousse un peu le trait, juste pour vous dire qu'effectivement, on expérimente, on teste, on n'a pas toute la solution. Maintenant, dans notre esprit, on se dit qu'on se prépare à faire d'autres choses, même si économiquement, on ne sait pas encore tout à fait comment ça va se passer. L'un des enjeux, par contre, de cette diversification, et je le rappelle, on n'est pas nécessairement sur une diversification estivale, on est sur une diversification de l'activité même en hiver, c'est de trouver des modèles économiques derrière. Puisque aujourd'hui, bon nombre de pratiques de pleine nature, on l'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure, sont des pratiques un peu libertaires, faciles entre guillemets d'accès, en tout du moins qui semblent être faciles. On prend une paire de baskets, on prend une paire de raquettes. Je ne sais pas si l'hiver dernier, certains ont cherché des raquettes sur le Bon Coin. Ça valait de l'or. Fallait spéculer sur la raquette cet hiver pour pouvoir en avoir. Il suffisait de s'en acheter une paire, de partir. Enfin, en tout cas, c'est dans l'imaginaire collectif, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous avez des solutions ? Est-ce que c'est des choses à vous travailler avec vos socioprofessionnels sur comment finalement on fait dépenser les gens pour pouvoir financer tout ce qui participe à l'accueil dans de bonnes conditions des visiteurs? Alors tout à fait. Après, il y a des vraies questions. Je pense par exemple à un loueur de ski qui travaille actuellement sur le renouveau de son commerce, tout simplement, et qui se dit qu'il va peut-être partir sur la pêche, qui va être le spécialiste de la pêche. Alors on ne le sait peut-être pas, mais par exemple la pêche, les pêcheurs, c'est un peu comme pour le trail, en fait dépensent beaucoup. C'est pas un petit canne à pêche et un bouchon et des Décathlon, je peux vous dire qu'ils dépensent beaucoup. Et donc voilà, c'est des vraies questions. C'est des vraies questions de révolution culturelle. Encore une fois, il faut chercher effectivement l'économie qui va bien. Alors une partie de l'économie l'été, chez nous, c'est juste de se promener, effectivement. Alors parfois de prendre du téléphérique, d'avoir des accompagnateurs. Alors l'idée, c'est aussi de transformer tout ça effectivement en ressources financières pour un certain nombre. Maintenant, on est aussi sur une ressource et sur une économie globale. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une économie chez nous que du ski, on est sur une économie où les restaurants doivent travailler, les commerces, les musées, les fermiers, par exemple, chez nous on vend beaucoup de fromage aussi, et tout ça c'est un tout. Donc effectivement, peut-être qu'on va réduire un petit peu la part du ski à terme, et peut-être que ça sera, on se dit peut-être que dans 20 ans, ça sera la cerise sur le gâteau de venir faire du ski, mais on ne sait pas. Mais à la fois, tout le reste de l'économie, qui fonctionne encore une fois tout le reste de l'année, fonctionne très très bien. Donc on continue à se développer sur ça, et on assume le fait que peut-être que malheureusement, ce qui nous tire vraiment l'hiver, et qui était facile, c'est facile en termes d'économie, en termes de dépenses. Juste pour comparer aussi, pour se donner un ordre d'idée, faire du ski, dans certains cas, les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, mais c'est l'équivalent d'aller 7 jours d'affilée à Disneyland. Or, aujourd'hui, quand vous demandez à des Français est-ce que vous allez 7 jours d'affilée à Disneyland, ils vous diront non, c'est beaucoup trop cher. Or, c'est ce qui correspond au ski. Autre point peut-être... D'un point de vue d'économie. D'économie, dépenses de coûts. Et puis, il y a un autre aspect, c'est qu'effectivement, on sait qu'aujourd'hui, c'est un peu moins de 10% des Français qui skient. Alors, nous, on a très peu d'étrangers pour X raisons l'hiver. C'est 50% de Français qui partent en vacances. Donc, on peut se dire que le marché, il est aussi extensible l'hiver si on propose quelque chose de complémentaire.
Merci beaucoup. Je vais vous laisser passer la zapette à Morgane Redouin. Alors, on ne va pas sur un territoire spécifique, sauf si vous nous invitez chez vous, Morgane, mais vous êtes le responsable de la branche sport d'hiver chez Head Sports, mais vous êtes aussi président de la commission montagne au sein de l'Union Sport et Cycle, donc vous allez nous apporter une vision globale sur comment s'est passé cet hiver pour les magasins, pour les marques, parce qu'elles sont aussi une partie importante de notre écosystème. Bonjour à tous. Alors non, effectivement, je ne vais pas vous faire beaucoup voyager parce que moi, j'ai fait mes études dans ces bâtiments. Donc, on ne va pas aller très loin. Merci de nous accueillir chez vous. Alors. Bon, écoutez, ça fait quelques années quand même. Je reconnais un petit peu, mais voilà, ça fait quelques années. Voilà. Effectivement, on sort d'un hiver, vous l'imaginez, extrêmement compliqué. Et ce n'est pas un hiver, c'est 2 hivers, puisque le premier confinement a eu lieu véritablement au mois de mars, alors que c'est le moment où nous, on commence nos campagnes de vente. Donc on a eu effectivement un premier impact, puis un deuxième impact lié à la fermeture véritablement des remontées mécaniques. Pour vous valoriser un petit peu les choses, on est... alors comment je fais pour trouver la bonne slide ? Bougez pas, elle arrive. Voilà. Non, c'est pas celle-là. En fait, il faut qu'on aille... Il y a un petit défaut dans l'ordre des intervenants. Il faut aller à celle qui est après. Sinon, je vous le fais a cappella, il n'y a pas de problème. Je veux juste m'assurer que François Barbier, qui est quand même l'ancien directeur commercial de Salomon, soit bien assis, parce que je pense que c'est des chiffres qui ne t'auraient pas beaucoup plu quand tu étais directeur commercial. Je vous laisse. M'engueule pas trop fort, hein, François, s'il te plaît. Voilà. Je vous laisse. Alors, bougez pas, ça va arriver, vous allez voir. Pas de souci. On est sur un marché. Merci, de rien. On est sur un marché qui normalement pèse à peu près 400 000 paires de skis sur le marché français. Et suite au premier hiver, en fait, on a déjà eu une première baisse parce que les gens sont devenus extrêmement prudents de 35%. Donc on est déjà avec un premier impact, plus proche même de 40%. Un premier impact qui a été véritablement là et qui a dû être quelque chose à traverser. Ça, c'est véritablement alors qu'on ne savait pas ce qui allait se passer sur l'hiver suivant. On avait encore espoir que les stations ouvrent, ça n'a pas été le cas. Et là, du coup, patatras, deuxième claque, puisque c'est ça. On a une nouvelle chute du marché que vous ne voyez pas à l'écran, puisque ça, c'est des stats que l'on réalise hiver après hiver, donc, mais qui est certainement de l'ordre de moins 35, moins de 40% à nouveau. Ce qui veut dire que, véritablement, les 2/3 du marché ont disparu pour nous. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement donc, très, très compliqué à vivre. Très compliqué à vivre aussi parce que j'étais pas plus tard qu'hier avec mon homologue américain, là où les stations ont ouvert. Et eux, c'est tout l'inverse. Ils sont dans une situation où ils ont un marché qui marche très très bien, qui est en chiffre positif à plus 15%, à l'inverse. Pourquoi ? Parce que aux États-Unis, vous savez, les gymnases comptent beaucoup. Tous ces sports étaient inaccessibles du fait que les gymnases soient fermés. Et finalement, les gens étaient beaucoup en télétravail, allaient à l'extérieur et du coup allaient skier. Donc finalement, ils ont un marché qui a très bien fonctionné. Et c'est vrai qu'au final, vous allez avoir différents groupes. Vous allez avoir l'Italie, l'Allemagne, la France, qui sont les 3 pays qui étaient fermés, donc avec les chiffres les plus difficiles. Des pays intermédiaires comme l'Autriche, par exemple, le Japon, qui a eu encore des difficultés sanitaires. C'est un grand pays du ski. Qui sont un petit peu le groupe intermédiaire. Et puis vous allez avoir les États-Unis ou la Scandinavie, où là, à l'inverse, le marché a fonctionné. Si je dis ça, c'est pas pour faire ma pleureuse, c'est pas le propos, c'est pas pour faire la pleureuse du marché français, mais c'est véritablement pour dire que c'est un sport qui est encore attendu, c'est un sport qui est encore identifié. Alors c'est vrai qu'il y a ce point qu'on dit que souvent 10% des Français seulement skient, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est 1/3 des Français qui a skié dans sa vie et qui peut y revenir. Et la preuve, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Les gens reviennent au sport. Donc, c'est un premier message d'espoir. L'autre aspect, c'est quelque chose qui a été beaucoup discuté, effectivement, c'est tous ces sports de talons libres. Donc, on parle du ski de rando, on parle du ski nordique. C'est un chiffre qui est encore positif pour le ski de rando après le premier hiver. Pourquoi ? Parce que ça a été, dès qu'il y a eu l'annonce de la fermeture des stations, vous l'avez dit, ça a été le cas pour les raquettes à neige, mais ça a été aussi le cas pour le matériel de ski de rando. Il y a eu du coup beaucoup d'achats qui ont été faits sur le ski de rando. Et là, donc, à nouveau, vous ne l'avez pas à l'écran, mais les ventes ont aussi été excellentes
Si vous appuyez sur le bouton vert, vous pouvez... Alors non, vous c'est la l'avez seule pas du tout, slide, j'ai d'accord, voulu ok. faire synthétique. Vous allez avoir aussi du coup d'excellents chiffres qui vont sortir cette année, puisque donc les magasins ont recommandé beaucoup de matériel de rando. Le ski de fond, c'est la première année, du coup, suite au premier confinement, ça a été un chiffre qui a été légèrement négatif, mais parce qu'on n'avait pas encore d'infos, il n'y a pas eu peut-être de réassort, mais il faut savoir que les chiffres pour l'hiver suivant, celui qui arrive, qu'on entame, sont excellents. J'ai contacté certains de mes homologues qui traitent le ski de fond et qui décrivent des chiffres qui sont minimum à plus 20 et voire même qui sont à plus 60, si ce n'est plus. Donc des chiffres qui sont forts. Et surtout, ce qui veut dire que donc, l'Union comprend des fabricants, mais comprend aussi les détaillants. Et si les détaillants ont investi autant, c'est parce qu'ils croient à la pérennité, certainement, de ces sports. Sinon, ils n'investiraient pas à ce point-là. Ce qui veut dire que les hivers suivants, ce qu'on peut en déduire, c'est que la profession s'attend à ce que les séjours deviennent de plus en plus multi-activités. C'est quelque chose qu'on connaissait, c'est quelque chose qui était en place, qui savait traiter dans le cadre notamment de la location. Mais c'est des sports qui vont s'inscrire dans le temps. Peut-être ça restera, on va dire, quelque part une niche, puisque si vous combinez ski de fond et ski de rando, dans une année normale, ça pesait 15% de l'ensemble du marché. Ça va être un peu plus maintenant, mais c'était que 15%. Mais toujours est-il que dans le modèle économique, c'est des sports qui vont s'inscrire d'autant plus longtemps. Et il y a un autre détail, par exemple technique, pour ceux qui font du ski de rando, beaucoup d'entre vous certainement ont des fixations, ce qu'on appelle à insert, donc les fixations les plus légères, qui n'ont peut-être pas la meilleure sécurité, mais en attendant, les fixations qu'on appelle hybrides, qui font aussi bien, on va dire, de l'alpin que de la rando, c'est des catégories de produits qui reprennent du poids de la bête. Donc ça veut dire que là aussi, on s'attend à ce que les gens soient sur des hivers qui sont multi-activités, tout comme ça a pu être constaté dans les stations, on le constate nous aussi dans les produits. Donc en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il n'y a pas un désintérêt pour les activités hivernales, il n'y a pas un intérêt pour d'autres activités au détriment des stations, de la destination ski, mais simplement qu'il y aura beaucoup plus de diversification dans la pratique, de multi-activités, et donc toujours un intérêt très fort, voire même presque croissant, parce qu'on a l'impression qu'il y a même plus de gens qui se mettent à l'activité, alors peut-être pas sur le ski, on ne l'a pas encore vu sur le ski alpin, on le verra cet hiver, mais par contre sur le ski de rando, sur le ski de fond, où on n'a pas un transfert, mais au contraire, on a une augmentation même d'autres pratiquants qui s'y mettent. Avant même de parler du niveau de la montagne, je dirais qu'au sein de l'Union, on croit beaucoup à l'extension des activités sportives. Pourquoi ? Parce que notamment dans une année où les aspects sanitaires ont été assez compliqués, ça a été quand même constaté que les défenses immunitaires pouvaient être favorisées si vous pratiquiez du sport. Je ne dis pas du tout que c'est un vaccin, j'entre surtout pas dans ce genre de débat. Mais en tout cas, vos défenses immunitaires pouvaient être renforcées si vous pratiquiez le sport. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que d'une part, les gens s'en sont rendus compte, mais d'autre part, effectivement, dans un tel contexte, effectivement, les activités en extérieur sont aussi des choses qui sont de plus en plus demandées. Les gens veulent de l'espace, les gens veulent pouvoir justement avoir ce genre de dimension dans leurs activités. Pour revenir du coup directement à votre question, complètement, c'est des activités qui aujourd'hui vont être au rendez-vous régulièrement. Peut-être que ce sera à peine quelques sorties dans l'année. On reste assez convaincu aussi, effectivement, ça a déjà été dit auparavant, que le ski restera le premier poumon de la montagne, mais les gens vont demander d'autres activités, certes, mais l'unicité d'un séjour à la montagne, ça reste quand même la neige, ça reste le ski, ça reste la gravité qui vous emmène dans un certain mouvement, et c'est ça qui restera quand même le premier vecteur d'un séjour au ski, à la montagne, pardon. L'imaginaire ski, l'imaginaire neige qui nous anime tant et qui a fait toute la richesse et l'attractivité de nos stations pendant des années, c'est ça ? Tout à fait. Je pense qu'il faut savoir le travailler. Ces activités annexes sont importantes quand on parle de restauration, quand on parle de bien-être, de spa, de structures comme celle-ci. C'est des choses qui vont être demandées, c'est indéniable. Mais il faut surtout bien travailler sa destination ski, notamment. On parlait effectivement du nombre de personnes qui peuvent venir en montagne, et notamment au ski. On aurait envie que quand même ça évolue.
effectivement, les réactions qu'il y a pu y avoir cet été nous paraissent assez extraordinaires. Quand on a toujours voulu qu'il y ait du monde en montagne, tout d'un coup, quand ils arrivent, on commence à avoir peur. Non, il faut juste savoir l'organiser. Mais je dirais qu'on est dans un marché concurrentiel, notamment face à des pays qui sont aussi très forts, États-Unis, Autriche notamment. Et la destination France ski est véritablement quelque chose qui doit continuer à se travailler avec justement cette nouvelle donne des différentes activités et de structures d'accueil qui soient véritablement performantes. Merci beaucoup, Morgane. Alors, on va faire un petit retour en arrière, mais vous n'avez rien vu, vous fermez les yeux parce que vous êtes en train de réfléchir aux questions que vous allez poser à la fin. On va passer... maintenant, on a vraiment de la chance ce soir parce qu'on a quasiment tous les corps de métier représentés et vraiment, je trouve ça assez exceptionnel. C'est l'essence même du magazine Outdoor Expert, c'est l'essence même de l'Outdoor Expert Forum, c'est de montrer finalement la pluralité des acteurs autour de cette table ronde et on est vraiment ravis d'accueillir Nicolas Chapuis qui est directeur du pôle, je vais le faire en français, loisirs et remontée mécanique, c'est ça, chez MND. Alors, MND, c'est le leader mondial de l'aménagement en montagne, mais peut-être que vous allez peut-être plus nous le détailler et surtout nous donner votre point de vue de constructeur et comment vous accompagnez les territoires justement dans cette recherche de diversification. Tout à fait. Un grand merci pour l'introduction. En effet, MND, on est un acteur, on va dire, global. On disait il y a quelques années de l'aménagement de la montagne, on va dire aujourd'hui équipementier de la montagne, peut-être ça fait un peu moins peur. Je vais tout de suite, puisque quelques images, je ne sais pas s'il faut peut-être appuyer sur les lecture. Ça, bougez pas, vous pouvez appuyer. Je regardais juste pour le son. Voilà, quelques images parlent mieux qu'un long discours en 1 minute. Ce qu'est MND, MND donc, est basé sur 4 pôles d'activité, tout autour de l'aménagement de la montagne. Alors on va les voir normalement juste là, voilà, donc c'est la neige de culture. Dont on a parlé déjà longuement auparavant, c'est la sécurisation du milieu montagnard, donc avec le déclenchement actif d'avalanche. C'est l'ensemble des loisirs 4 saisons, donc avec diverses choses comme la tyrolienne qu'on peut voir ici, ou la luge 4 saisons, et tu le mentionnais justement pour terminer, le transport par câble. Alors là on le voit également appliqué à la ville, avec voilà, donc, l'ensemble de ces activités industrielles entre Grenoble et Chambéry. Pourquoi je pense qu'on a été invité ce soir, cet après-midi, pardon, c'est pour amener, je pense, notre œil d'industriel sur les évolutions des stations de montagne. Et c'est vrai qu'on a un œil qui est un petit peu extérieur peut-être par rapport aux intervenants qui ont les mains dans le cambouis. Nous, on est les serviteurs quelque part, mais de ce point de vue-là, on a du coup un œil peut-être plus global sur la France et je vais essayer de vous donner quelques pistes sur ce qui peut se faire un petit peu plus loin de nos frontières. Alors le paradigme aujourd'hui, c'est comment je passe d'une station de ski à une station de montagne. Pour ça, il faut peut-être se replonger un tout petit peu sur ce que c'est qu'une station de ski. La station de ski telle qu'on la connaît en France, un peu classiquement, c'est la station qui est issue du plan neige des années 60-70. Alors je vous ai mis quelques images d'avant, plutôt des années 30-40, du tout début du développement, quand la montagne était franchement hostile et qu'on a commencé à aller la conquérir. À cette époque-là, on avait affaire à vraiment des pionniers qui allaient conquérir la montagne avec moult défis techniques. Chez Mathieu notamment, à une époque, je pense que le tramway du Mont Blanc était prévu pour arriver jusqu'au Mont Blanc. À la suite de ça, donc, on est arrivé sur le plan neige des années 60-70 et le développement du ski de masse, donc comme on l'a connu ces 30 ou 40 dernières années, avec, vous l'avez en bas à gauche, la file qu'on ne pourrait plus accepter aujourd'hui, qui ne serait plus acceptée par la clientèle d'aujourd'hui, mais qu'on retrouvait dans les années 70. Et un ensemble d'une économie de la station de montagne qui est tournée autour du ski, avec ces 20 dernières années ou ces 30 dernières années, beaucoup d'activités complémentaires qui sont arrivées. Donc j'ai mis un exemple de luge 4 saisons. On pourrait imaginer tout un tas d'activités
connexes au ski. J'en ai mis une là qui me semblait assez faramineuse, qui est celle tout en bas à droite, qui est le dernier centre aquatique qui a été ouvert à Courchevel, qui est un investissement, je crois 60 ou 70 millions d'euros. C'est évidemment un équipement qui ne s'entend que complémentaire au ski, quoi. C'est évidemment un équipement qui ne peut être financé que grâce à l'activité ski. Et là, patatras. L'hiver 2021, Covid, décision des autorités, fermeture des stations. Et je me suis amusé, je vous ai mis deux vues de plans de piste. C'est la même station, hein, c'est la station d'Avoria. Alors vous l'avez à gauche dans sa version 2019. Je l'espère aussi dans sa version 2022. Et au milieu, malheureusement, le petit intermède de la saison 2021. Où on voit que tout le monde s'est démené pour faire quelque chose. Hein. On voit donc, il me semble, des créations de pistes de ski de fond, là où normalement on a des pistes de ski alpin. On voit la création d'itinéraires de ski de randonnée, on voit des itinéraires à pied. On voit l'ascenseur valéen qui est présent à Avoria pour relier, alors il ne relie pas encore Morzine, mais qui relie le cœur de village. Mais pour être clair, un bilan qui est vraiment en demi-teinte, quoi, hein. Je pense que là tout le monde le partage. Dans les grands chiffres, en gros, dans les grands domaines skiables en France, l'hiver, du moins la saison, la haute saison d'hiver 2021, elle s'est traduite par à peu près 25% de taux d'occupation dans les grands domaines, donc à peu près un quart, sachant qu'en général on est plutôt au-dessus de 90%, donc environ un quart de la fréquentation habituelle, et alors plus mitigé dans les plus petits domaines et en moyenne montagne, comme on le disait juste à présent, avec des fréquentations qui étaient plus proches de 50%. Mais voilà, bon, je pense que la conclusion, on l'a tous. Alors la conclusion, je pense qu'elle a été tirée un peu trop rapidement quand même dans ce qu'on a entendu dire dans les grands médias au mois de mars. Regardez, la montagne est morte, elle dépend du ski, forcément, tout est cuit. Bon, forcément, on a tué le ski, donc on a tué aussi l'économie qui allait autour. Je pense que c'est un corollaire qui est évident. Je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et il y a beaucoup de choses qui se font. Néanmoins, je pense que ça nous oblige à réfléchir au modèle économique et comment aujourd'hui on améliore la résilience du modèle de la station de montagne. Puisqu'aujourd'hui, alors le Covid a été brutal et c'était une décision politique de fermer le ski. On le voit qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées ailleurs plus loin de nos frontières. Néanmoins, voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a une réflexion qui est saine, qui est comment j'améliore la résilience du modèle. Aujourd'hui, les modèles économiques alternatifs, ils n'existent pas complètement. On le voit, je pense qu'en effet, des destinations comme le Massif central ou peut-être les Vosges aussi sont plus avancés sur le sujet, puisque nécessairement ils y ont été poussés plus tôt. Donc ils ont plus de solutions, mais on l'a vu, ils n'ont pas encore la solution. Et bien évidemment, c'est ce que je mets après, c'est pas la solution d'ailleurs, c'est les solutions, puisqu'en fait en réalité, il n'y aura probablement pas une, mais des solutions. Il faut évidemment s'adapter, hein, on l'a vu, l'agilité, vous avez vu le plan des pistes, là je pense d'Avoria, ils l'ont sorti en 3 semaines, hein, puisque la décision je pense c'était fin novembre. Les vacances de Noël sont arrivées vers le 20 décembre, bon, voilà, ils ont sorti leur plan des pistes, ils ont sorti leurs activités, donc il faut faire preuve d'agilité. Il faut surtout passer d'un modèle universel, aujourd'hui, du ski partout. Aujourd'hui, je pense que dans les années 60, on pensait le même modèle du ski de partout. Aujourd'hui, le modèle, on voit bien qu'il n'existe pas. S'il existait, s'il y avait un modèle alternatif au ski, je pense qu'il serait déjà en place de partout. La réalité, c'est qu'il n'existe pas. Il n'y a que des modèles localisés qui vont être adaptés à des destinations, qui vont être adaptés à un environnement, à une culture, à des acteurs. Et ce modèle, il faut le construire. Il est à construire de partout. Pour ça, il faut mobiliser, fédérer et accompagner les acteurs locaux. J'entendais juste avant le modèle du saisonnier. Oui, le modèle du saisonnier, aujourd'hui, il est très ancré dans nos vallées. C'est le modèle économique de ces 30 dernières années. Il faut probablement un petit peu le faire évoluer aussi. Et enfin, à mon sens, il y a un dernier point qui est essentiel et sur lequel je voulais insister. Ces 100 dernières années en montagne, on a été inventif et ambitieux. Il faut continuer de l'être. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est face à des grands défis qu'il faut se replier et se replier sur soi. Au contraire, il faut continuer d'être inventif et ambitieux. Il faut construire les modèles et vraiment aller de l'avant.
Et juste après, je voulais faire quelques visions sur d'autres modèles qui vont nous permettre aussi d'ouvrir peut-être un petit peu les chakras. Alors le premier, il est évidemment très disruptif. C'est le modèle de la montagne américaine, les parcs nationaux américains. Le parc national américain, c'est, je veux dire, l'équivalent de nos parcs nationaux chez nous, sauf que l'entrée, elle coûte $35 par véhicule. Donc, et ils ont créé un modèle économique autour de ça. Vous payez $80 pour un pass annuel. Bon, je pense que nos populations, et de ce que j'en ai entendu dans les séquences précédentes, on n'y est pas prêt. Néanmoins, ce sont des modèles qui existent, et dans l'éventail des solutions qui se posent à nous pour continuer à faire évoluer, pour faire continuer à exister des modèles économiques en montagne, c'est des choses qu'on peut regarder. Il y a, à mon sens, aujourd'hui une activité qui existe depuis 20-25 ans dans les montagnes, qui a un modèle économique. C'est une des seules que j'ai aujourd'hui trouvé qui a un véritable modèle économique qui est performant. C'est la luge 4 saisons. La luge 4 saisons, c'est l'évolution de la luge de papy, de la luge en bois qui descend sur la neige. Sauf que c'est une activité, alors qui est un petit peu mécanisée, mais surtout qui est ouverte toute l'année, qui permet de fonctionner en hiver, en été. Et aujourd'hui, c'est une activité de masse, puisqu'aujourd'hui, c'est une luge 4 saisons, c'est entre 500 et 700 luges par heure. Donc on peut imaginer d'envoyer jusqu'à 1000 personnes par heure sur l'activité. C'est un tarif aujourd'hui qui est accepté par la population, 5,50, on en voit même jusqu'à 10 €, avec peu de personnel, et qui a un véritable modèle économique. C'est-à-dire qu'une luge d'été aujourd'hui, il n'y a pas besoin de subvention, il n'y a pas forcément besoin de subventions externes pour trouver un modèle économique. On arrive à avoir des retours sur investissement de l'ordre de 5 à 10 ans. Alors après, évidemment, tout dépend de la destination. Je pense qu'à Chamonix, c'est pas forcément la même chose que dans une vallée plus isolée. Mais on trouve des vrais modèles économiques avec cette activité. Je pense qu'on peut continuer à faire preuve d'inventivité pour trouver d'autres systèmes avec un tel modèle économique. Je voulais faire juste un petit aparté aussi sur la reconversion d'une petite station. La Béra, c'est une toute petite station dans les Alpes fribourgeoises, donc en Suisse voisine. La station de la Béra, elle s'est retrouvée il y a une petite dizaine d'années avec... c'était un stade de neige. C'est la station qui est la plus proche de Fribourg. Fribourg, c'est une ville de 40 000 habitants à peu près, donc un bassin de population qui existe. Et la Béra était un tout petit stade de neige avec un télésiège et 3 téléskis, je crois, et qui se retrouvait avec la fin de vie de ses appareils, quoi. Et puis la baisse, c'est une station, c'est à 1000 mètres d'altitude, donc de moins en moins d'enneigement, de moins en moins de jours d'ouverture par an. Ils avaient l'opportunité d'investir puisque les autorités publiques les ont autorisés à toucher des subventions. Et ils ont eu l'intelligence de se dire, bon, on ne va pas reconstruire ce qu'on faisait avant et on va tout de suite penser notre équipement sur un équipement 4 saisons. Et donc ils ont construit, à la place de leur télésiège, ils ont construit sur un tout autre tracé un télémix, donc un appareil qui est assez multiple activité, donc avec des sièges, des cabines. Et ils sont passés d'une activité qui tournait 3 mois l'hiver à une activité qui tourne à peu près 8 mois sur 12 aujourd'hui. Et un chiffre d'affaires qui, pour le coup, aujourd'hui est à peu près équilibré entre l'été et l'hiver. La population suisse est probablement un peu plus habituée à dépenser, y compris pour des activités estivales. Et ils font payer la montée, ça doit être 10 ou 12 francs suisses, donc l'équivalent de 10 ou 15 euros, pour monter en été. Et donc ils ont véritablement trouvé un équilibre et aujourd'hui l'activité est rentable et ils ont trouvé leur modèle là-dessus. Alors je pense que beaucoup de personnes connaissent, ça c'est pour sortir un petit peu de nos frontières, c'est l'exemple de Serfoss, c'est en Autriche, où là on est quasiment, alors là on est à l'extrême du modèle je dirais, c'est quasiment le parc de loisirs à la montagne. Donc là, il y a tout un ensemble d'activités sur un plateau qui doit être à 1000 ou 1500 mètres d'altitude, avec un ensemble d'activités incroyables. Ça va de la tyrolienne au big bag, aux jeux aquatiques, à 1200 mètres d'altitude. Et là, il y a un vrai modèle, quoi. Aujourd'hui, c'est une destination où les gens vont à Serfoss. Là, c'est encore différent. Les gens vont à Serfoss pour le parc de loisirs. Et ils vont passer 2-3 journées dans le parc. En altitude. Alors, sans dire que c'est évidemment pas un modèle qui est transposable n'importe où, mais c'est un modèle qui existe et les locaux ont été vraiment précurseurs sur le sujet. Et enfin, le dernier exemple, un petit peu plus proche de nous, que je trouve vraiment exceptionnel sur beaucoup d'aspects, c'est le Skyval. Le Skyval, c'est un appareil, c'est un télécabine de liaison dans les Pyrénées,
entre la station de Péragude et le village de Loudanvielle. Pourquoi exceptionnel ? Parce qu'en fait, on avait 2 destinations. La station de Péragude, qui est une des jolies destinations de ski des Pyrénées, et le village de Loudanvielle, qui est situé 600-700 mètres en dessous, qui était déjà une destination thermale, avec un lac, et déjà naturellement une destination estivale. Et aujourd'hui, ce lien qui a été créé entre les deux a relié véritablement les 2 destinations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez dans la destination en été, vous pouvez loger aussi bien à Loudanvielle qu'à Péragude, qui dispose de beaucoup de logements qui étaient très peu occupés l'été, et descendre et profiter des activités du bas. Mais également l'inverse, c'est-à-dire qu'en hiver, la station de Péragude était aussi saturée. Au mois de février, l'occupation est proche de 100%. Et il y a de l'hébergement hôtelier sur Loudanvielle. Donc avec le lien, on a réellement démultiplié les possibilités sans pour autant créer de l'aménagement à outrance. Et donc ce lien, il a vraiment créé une activité exponentielle sur la destination. Et je trouve que c'est réellement... Alors, il est très récent, hein, puisqu'il ça doit faire 2 ans qu'il est en service, avec en plus la période Covid au milieu. Mais réellement, il a trouvé son public, et on est sûrement qu'au début de l'ensemble des liens qui peuvent se créer entre la montagne et la vallée. Je vous remercie. Merci. Et j'espère que le message a été clair. Merci Nicolas. Je retiendrai un élément que vous n'avez pas forcément pointé dans votre slide, et ça me permet de vous faire rebondir tous les 6. Passer d'un modèle relativement universel, la station de ski, à un modèle localisé. Et finalement, cette diversification au cœur même de l'hiver va nous permettre, pour chacune des stations, d'aller piocher un panel d'activités et de se positionner par rapport à d'autres stations, et de ne plus nécessairement offrir uniquement, on va dire, le virage carte postale dans la poudreuse, et peut-être d'aller sur d'autres choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec un des constats qu'a fait Nicolas par rapport aux territoires sur lesquels vous travaillez ? Pas tous en même temps, hein, mais merci Nathalie. Je me lance. Je pense qu'en effet, aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir par le passé des gens qui étaient vraiment des visionnaires sur le devenir de nos stations. Et j'entendais tout à l'heure effectivement qu'il fallait continuer à être inventif et audacieux. Et je rajouterais du coup aussi visionnaire pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire de nos stations dans les 10, 20, 30 ans à venir, vers quoi on veut aller. Et c'est ce qui permettra de proposer des projets qui soient structurants et qui soient localisés, effectivement le terme est bien adapté, à chaque station. Parce qu'on ne peut pas généraliser un modèle de station. Elles ont toutes leurs particularités. Elles ne sont pas toutes à la même altitude, elles n'ont pas toutes la même exposition en termes de... ce qui ne permet pas l'enneigement idéal, naturel pour toutes. Elles n'ont pas toutes les mêmes clientèles et elles n'ont pas toutes les mêmes envies non plus par rapport à leurs habitants. Il y en a qui sont plus sensibles aussi ou qui ont plus d'offres au niveau des produits locaux, des circuits courts auxquels les clientèles sont aujourd'hui sensibles. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte et une réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on veut faire demain, et non pas essayer de chercher à copier et puisque la luge ça marche, vouloir tous mettre des luges. S'il y a une luge dans la station d'à côté, c'est peut-être pas très pertinent d'en mettre une chez nous. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir un collectif avec des horizons très différents, mais qui se pose, qui réfléchit, qui envisage aussi financièrement comment les choses peuvent se faire, et puis à partir de là, envisager des modèles qui soient viables pour les habitants, pour qu'ils puissent continuer de vivre chez eux, qui soient intéressants pour les vacanciers, et puis qui permettent une économie à l'année. Merci. Oui, du reste, je crois que les stations n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu ce qu'on vient de vivre. Ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on s'interroge. Alors, réchauffement, zapping de la clientèle, etc. Mais je pense que chaque station, en fonction de son environnement, de son altitude, de ses moyens, a déjà beaucoup travaillé là-dessus. C'est vrai qu'il y a encore, comme on dit actuellement, beaucoup de trous dans la raquette sur des périodes. Mais globalement, je pense qu'aujourd'hui, avec l'offre
si on reste sur la France, l'offre qui est proposée à nos clientèles touristiques hivernales et estivales, il y a de quoi faire beaucoup de choses. Et je dirais qu'il y a vraiment encore à faire, mais il y a déjà beaucoup d'offres qui est proposée. Oui, Luc. Et peut-être que sur la partie... Allez-y. Touché, hein. Donc normalement ça devrait. Sur la partie universelle, je pense qu'il y a quand même un risque, c'est que en fait on avait quand même un modèle économique qui faisait que même si les stations avaient même un positionnement ski différent, tout le monde n'avait pas la même clientèle, et tout le monde ne va pas chercher la même clientèle. Il y avait ce modèle universel. J'ai l'impression quand même qu'un des risques, en tout cas une des perspectives qu'il faut qu'on étudie, c'est comment ces investissements qui sont extrêmement coûteux de remontée mécanique, comment ils sont transformés. Alors la luge d'été est un bon exemple. Je fais confiance aux industriels pour nous proposer peut-être des façons d'utiliser, alors d'abord l'ascension et la descente, parce que c'est exactement ce qui nous différencie de la plage, de la ville ou de la nature. Mais effectivement, il va falloir voir comment on arrive à rentabiliser ces investissements qui sont très forts, qui sont calibrés et qui sont faits uniquement pour une activité qui est le ski, et comment à terme on arrive à le faire. Alors c'est vrai que la luge d'été c'est un bon exemple parce qu'on peut prendre un télésiège pour aller faire de la luge d'été. Est-ce qu'on va trouver d'autres choses? On commence à avoir des idées d'aménagement, de toboggans géants, de randonnées thématiques, etc. Est-ce qu'à un moment donné on va y avoir carrément des transformations de ce qui se passe sur un télésiège? Est-ce qu'on va tomber à un moment du télésiège, on va remonter, je ne sais pas. Mais moi, il me semble que de toute façon, il faudra qu'on arrive, et ça sera peut-être quand même le pendant de côté universel, c'est-à-dire qu'on aura quand même en commun tous beaucoup de remontées mécaniques qu'il faut encore amortir, qu'il faut encore faire tourner, sur lesquelles on peut embaucher beaucoup de monde, donc qui ont une vraie valeur économique et qu'il faudra transformer. Et là, il va falloir être extrêmement imaginatif. Il y a un élément, moi, qui dans la collaboration avec l'ensemble des territoires, c'est que souvent, on minore le côté récréatif de la remontée mécanique. Et je pense qu'aujourd'hui, la remontée mécanique qui fait le plus de passages à l'année, elle se situe à Chamonix, et, enfin, si je ne dis pas de bêtises, et elle n'est pas là pour faire du ski. Et elle n'est même pas là pour faire une activité outdoor. Enfin, je parle sous votre contrôle. C'est un bon exemple, parce que l'aiguille du Midi, c'est 500 000 passages par an. Et c'est combien de sportifs? Alpinisme, c'est 4-5%. C'est très faible. C'est comme, je vais tuer aussi un autre mythe, le mythe du gars qui arrive en sandales, etc., qui fait n'importe quoi. Bon, ça n'existe pas, il n'y en a pas. L'aiguille du Midi, c'est un bon exemple, parce qu'on a massivement investi dessus en 2012-2013, et en développant un concept qu'on prolonge sur d'autres lieux, basé sur l'émotion, la sensation, l'esprit. Et la recette, je pense que c'est toujours la même. Pour avoir un produit qui fonctionne, il faut qu'il y ait une émotion qui soit générée. Cette émotion, à l'Aiguille du Midi, on l'a maximisée au niveau des bâtiments, en faisant en sorte que les gens puissent contempler la vue de façon la plus qualitative possible. On en revient à sublimer la nature, sublimer un élément naturel. D'ailleurs, pour ça, moi je précise, nous on utilise des techniques de parc d'attractions, parce qu'il y a des outils qui sont vraiment qualitatifs à cette idée-là, dont on peut se servir. La seule différence, et j'ai rien du tout contre les parcs d'attractions, mais on sublime un élément naturel au lieu de sublimer un élément artificiel. Voilà. Après, il y a un côté sensationnel que les gens recherchent. Alors nous, on a fait une cage en verre, le pas dans le vide. Ça a très très bien fonctionné et ça fonctionne super. D'ailleurs, c'est intéressant, il y a plus de gens qui viennent maintenant pour voir le pas dans le vide que l'aiguille du Midi. Mais l'idée du pas dans le vide, c'était de faire en sorte, mais que ça soit en adéquation avec le lieu, de leur donner un début de sensation de ce que vivent un alpiniste quand ils sont dans le vide. Mais il faut toujours trouver ce petit côté sensationnel dans un produit, parce que c'est un produit, moi je le revendique, c'est un produit, c'est très bien un produit. Mais pour un produit, il faut avoir un petit côté sensationnel. Alors la luge, ça l'amène. Il y a d'autres choses qui le font. Et puis après, il y a ce côté esprit qui est important, dont je parlais tout à l'heure, et moi ça m'intéresse parce que je capitalise sur mes employés pour ça. C'est passer un message, être un représentant d'un territoire, l'ambassadeur d'un territoire, je le dis toujours, plus qu'un transporteur, expliquer aux gens ce qu'on a fait dans le musée qu'on fait, la hausse, le musée de l'alpinisme, où on explique les différentes techniques d'alpinisme. Voilà, vous voyez des gens évoluer devant vous, voilà ce qu'ils vont faire. Ouais. Il y a différentes techniques qui existent, et puis on finit par... il y a un film que j'ai récupéré qui est extraordinaire, qui est la première ascension du Mont Blanc.
voilà, qui a été retapé, qui date de 1907, la qualité d'image est extraordinaire. Et puis on a fait un film de 12 minutes où c'est silence, musique d'opéra, et vous en sortez, vous avez les larmes aux yeux. Voilà. Et ça a super bien marché à l'Aiguille du Midi. On essaye de le dupliquer ailleurs. Alors oui, c'est plus simple quand vous avez un site comme ça. C'est clair, hein, j'ai un avantage par rapport à d'autres. Mais cette recette-là, je pense qu'elle fonctionne sur un domaine skiable. C'est-à-dire que même un site qui va à 2000 mètres d'altitude où c'est le point haut, ce que veulent les gens, c'est rentrer en relation avec l'opérateur, qu'il ne soit pas juste là pour vérifier qu'il a bien tourné la poulie et qu'il est safe. Ils veulent un contact avec, ils veulent pouvoir échanger, qu'il leur explique différentes choses sur sur un restaurant, sur l'été, qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils reviennent l'été. Cette relation humaine, elle est primordiale. Et ça, nous, on y travaille dessus. Hein. D'où l'idée de positionner des gens à différents niveaux sur le domaine, où on ne demande pas aux gens de ressortir leur carte bleue. Hein, ça, on le prend à notre charge, mais je pense que ça fonctionne. Les gens se disent, on a eu une prestation complète, et aussi une piste de ski de rando, sécurisée, damée, pourtant j'ai rien payé. Bah oui, mais regarde, à la fin de ton séjour, c'est ce que nous ont dit les gens cette année, j'ai passé un super moment. D'ailleurs, il y a 1 personne sur 4 qui ont fait du ski de rando, qui ont dit qu'ils allaient continuer. Il n'y en a qu'1 sur 4, mais ces gens-là, je suis sûr que dans leurs paramètres, pour prendre la décision de où c'est que je vais aller skier cet hiver, ils vont en tenir compte. Ils vont se dire, est-ce que si je vais dans la station X, je peux faire du ski de rando de qualitatif. Et ça, en tout cas, nous, on a bien retenu là-dessus. C'est le pari d'ailleurs des magasins, hein, ce que nous disait Morgane. Ils ont réinvesti sur l'ensemble des activités nordiques et ils n'ont pas reporté tous leurs investissements sur l'alpin. Ils veulent continuer cette diversification parce qu'ils y croient aussi. Est-ce que dans la salle, il y a des questions ? Ils sont complètement quoi ? Oui, tout là-haut. Alors il y en a une là aussi. On a Émeric qui va se dédoubler. Alors il y avait une question pour le monsieur tout là-haut, à droite. Gardez bien la main droite. Alors juste en attendant, si je peux faire une digression, je pense pas que le téléphérique de l'Aiguille du Midi soit celui qui fasse le plus de passages en France. S'il ne fait que 500 000 passages, il y a beaucoup d'appareils qui font beaucoup plus. Par contre, sans conteste, je pense que c'est celui qui doit générer le plus de chiffre d'affaires. Bonjour à tous. Petite question. Est-ce que vous avez dans vos expériences, pour la plupart vous avez des expériences internationales, vous avez montré différents modèles économiques. Le trou dans la raquette, là on le voit bien, c'est le modèle économique d'une diversification hors hiver, parce qu'on sait que sur un domaine skiable, on va mettre 20 000, 30 000 personnes qui ont payé entre 30 et 50 euros leur forfait, qui ont un forfait, qui ont un hébergement plus cher, qui consomment beaucoup plus. On sait, je crois que les stats, c'est de 1 à 7, la consommation hiver-été. Est-ce que dans vos expériences, vous avez vu des modèles économiques qui sont robustes pour une diversification estivale ? Au-delà des tests luge, qui sont des micro-économies quelque part. Il faut peut-être mieux qu'il ne pose pas de questions. Je peux attaquer avec la réponse. En fait, je vous ai donné dans ma présentation, je vous ai donné 2 modèles qui fonctionnent à 2 échelles complètement différentes. Le premier, c'était celui de la Béra, donc qui est une toute petite station, qui est un stade de neige, quoi. Hein. C'est l'équivalent du col de Porte, quoi. Hein. Et eux ont trouvé un modèle économique qui fonctionne, qui permet, alors qui a toujours un pied sur l'été, mais qui n'en a plus qu'un, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont 2 pieds, ils ont un pied en été, un pied en hiver, quoi. Hein. Et ils ont vécu des saisons un peu catastrophiques. Je ne sais plus si c'était 2019 ou 2020, où ils ont eu vraiment très peu d'enneigement. Ils s'en sont sortis et ça n'a pas remis en cause la pérennité économique du modèle. Et le deuxième, c'était celui de Serfos, où là, ils ont pris complètement la direction été. Alors, c'est encore un gros domaine d'hiver, hein, c'est une grosse station de ski. Mais là, ils ont mis le paquet sur l'été. Alors, j'ai pas exactement les chiffres de la fréquentation estivale et du chiffre d'affaires généré en été, mais aujourd'hui, c'est largement l'équivalent de l'hiver, puisqu'ils sont sur une saison qui est plus longue. Vous avez des poids économiques été-hiver où vous avez des chiffres, clairement, sur l'activité été ou hiver ? Aujourd'hui, j'ai envie de dire 40-60, voilà, à peu près. Ouais, je peux vous en donner, nous, à Cham, on fait 45% du chiffre d'affaires l'été. On est à break-even. On ne fait pas de profit. On amortit juste les frais fixes qui sont colossaux sur des installations pareilles. Du coup, j'ai 2 autres exemples. Aux Ouches, où on fait
12% du chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup. L'été, là, on est à perte. Et alors, à Megève, on est à 5 ou 6. C'est pareil, si on prend une casquette purement financière, c'est clair, faut pas ouvrir l'été. Aujourd'hui, d'un point de vue purement financier, on n'a pas intérêt à le faire. Par contre, on est aussi des acteurs responsables du territoire. Il y a une activité économique, il faut qu'on l'encourage. La bonne nouvelle, c'est que ça progresse. Mais de là à ce que, pour arriver, vu dans les grandes stations, hein, comme ça, parce que même les Ouches, Megève, c'est quand même des grandes stations, il y a des appareils qui coûtent 6, 7, 8 millions d'euros. Avant d'arriver à une rentabilité, il faudrait être à 45-50% du chiffre d'affaires, ce qui va être très difficile. Donc voilà, j'entends beaucoup de gens qui disent on va progresser l'été. Attention, je vous encourage à discuter avec votre contrôleur de gestion. Il va vous dire les bouquins de business, ils sont remplis de gens qui croient garder de l'argent et qui n'en gardent pas. Voilà. Donc il faut persévérer. De là à ce que ça soit dans des grandes stations un modèle économique viable, il y a du boulot. C'est peut-être plus facile dans une plus petite station, justement, où on peut... l'appareil en lui-même, il n'est pas à 6 ou 7 millions d'euros, il est plutôt à 1 ou 2. Alors, juste, on pourrait citer l'exemple aussi de l'Autriche, qui reste, on va dire, rentable l'été. Mais pourquoi ? Parce que aussi les structures d'accueil ne sont pas les mêmes. C'est des structures hôtelières quasiment exclusivement là-bas, ce qui fait que dès que vous allez en Autriche, eh ben, vous rentrez dans une logique de dépenses et d'accueil, donc le logement, la restauration et autres. Mais voilà, c'est un exemple, mais ce n'est pas en phase avec notre structure d'accueil actuelle. Et après, il y a quelques acteurs économiques, typiquement certains magasins de sport, dans des stations qui ont joué la carte très forte du VTT. J'en connais 2 ou 3, les Morzine, les Jets par exemple, qui, alors je ne dirais pas qu'ils sont équilibrés, je parle bien de l'acteur magasin de sport, mais globalement, ils ne sont pas loin de l'équilibre entre l'été et l'hiver parce qu'ils ont vraiment joué cette carte-là et l'ensemble de la station a joué la carte. Par contre, l'ensemble de la station n'est pas à l'équilibre entre l'été et l'hiver, c'est vraiment quelques acteurs qui ont fait ces choix-là et qui s'en sortent plutôt mieux que d'autres ou que d'autres stations. On a un exemple en France qui est proche de la Béra, c'est le lac Blanc, également dans les Vosges, qui a très tôt développé le VTT, justement, avec une seule remontée ouverte. Et c'est quasiment la première station de montagne qui ouvre son domaine VTT et la dernière qui le ferme, et qui arrive à rivaliser avec nos stations de taille moyenne, nos domaines de taille moyenne en matière de VTT. Luc, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, c'est juste, en fait, quel acteur économique on regarde. C'est-à-dire qu'effectivement, si on regarde les remontées mécaniques, on revient toujours sur la même chose, cette difficulté. Nous, on pourrait presque se poser la question, parfois, est-ce qu'on fait une saison d'hiver ? Est-ce que c'est un intérêt pour le reste du tourisme ? En fait, l'été fonctionne très très bien. D'avril aux vacances de la Toussaint, c'est 65% de notre activité. Vous avez des acteurs qui vivent, et tous les acteurs vivent de ça. Maintenant, l'hiver, c'est encore autre chose. Et encore une fois, c'est vraiment cet acteur lié au ski qui est important. Après, certains ont inventé des choses. Je pense à, par exemple, Mont-Tremblant au Canada, qui commence, par exemple, son activité par un grand festival de jazz pendant 15 jours. Et là, on parlait tout à l'heure de parc de loisirs. La station, les gens viennent pour faire le ski accessoirement, comme l'été, ils viennent pour faire du golf, mais parce qu'ils viennent pour faire, en fait, du loisir globalement, du spectacle, etc. Donc, c'est encore un autre concept qui est sans doute complètement différent. Morgane, dans les magasins, avant de redonner la parole, je crois qu'il y avait une question par là-bas. Au niveau des magasins, c'est le même constat entre l'été et l'hiver. Est-ce qu'on travaille quand même moins l'été malgré tous les efforts qui sont faits, ou on arrive quand même à faire monter le panier moyen, entre autres, je pense, avec l'arrivée du VTTAE et du VAE ? Alors là-dessus, l'essentiel du marché reste quand même exclusivement en montagne sur une activité estivale. Il faut savoir aussi que les détaillants... Hivernal ? J'ai dit quoi, pardon ? Estival. Pardon, faites bien de me corriger. C'est qu'on se comprenne Non, bien. parce que je sens que c'est à la fin de l'après-midi, il faut commencer à voir qui suit ou pas. Et donc, effectivement, c'est essentiellement du coup hivernal, avec, comme le disait François à l'instant, par contre, sur le côté estival, des gens qui s'y sont mis, on va le dire comme ça, et qui trouvent un positionnement. Il y avait tout à l'heure l'exemple de la pêche. Je pense qu'aujourd'hui, il faut un positionnement fort, se montrer comme le spécialiste et être très actif. Donc c'est vrai qu'à date, il y a beaucoup de choses qui sont encore à réaliser, mais c'est indiscutable qu'aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je pense que les acteurs vont se mettre à réfléchir d'autant plus. Merci. Il y avait une question là-bas. Ça sera... Et la dernière ici... Allez-y. Bonjour, moi j'avais juste une question. J'ai entendu pas mal parler de cette nouvelle donne qui passerait au moins par
de la tyrolienne ou pas mal de petites choses comme ça. Moi, je voudrais juste recentrer un tout petit peu. J'ai juste entendu une seule fois dans tout le discours le ski et le ski alpin par François et un petit peu de neige de culture. On a une idée là demain. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est juste de savoir si demain on a les moyens est-ce qu'on a de l'eau, est-ce qu'on peut faire de la neige, est-ce qu'on va glisser, est-ce que demain on offre et est-ce qu'on parle de sensations pas forcément avec énormément de neige si elle tombe pas, mais est-ce qu'on est capable demain de skier réellement, d'utiliser cette gravité, comme le disait M. Redouin. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Pardon, je t'en prie, Nathalie. Non, je vais juste intervenir sur l'histoire de l'enneigement, parce qu'effectivement, on a une étude qui est quand même très précise et station par station, où c'est pas seulement l'enneigement qui a été étudié, mais les ressources en eau et si c'était économiquement viable pour les stations. Donc il s'avère qu'au vu de cette étude, station par station, on a des résultats très précis et qui nous montrent que là, on est, je crois, à 27% de neige de culture sur l'ensemble des domaines. Si on passe à 42 d'ici à 2025, il n'y aura pas de problème en termes de ressources en eau. Ça sera viable économiquement pour la plupart des stations. Quand je dis pour la plupart, c'est-à-dire que pour les grandes stations, elles sont déjà bien équipées. Pour les plus petites, ça va être des choix stratégiques à faire, sachant qu'il y a quand même une aide effectivement du département, de la région pour les équipements. Et puis, donc ça sera des choix comme ça à faire. Et puis sinon, ça permettra d'aller jusqu'en 2050 avec un bon enneigement pour effectivement permettre de glisser, sachant que dans cette étude, l'enneigement, c'est calculé sur 20 cm d'épaisseur de neige. Voilà. Et j'ajouterais que l'inquiétude, elle est plus sur le réchauffement, donc les bonnes températures, même si on commence à faire de la neige à des températures légèrement positives. La crainte qu'on a dans nos stations à 1000-1500 mètres, je vois Contamine, où à 15, il n'y a pas très longtemps, on descendait quasiment tout l'hiver à 1000 mètres. Aujourd'hui, le 1500 mètres devient un peu plus la norme. Alors, on a mis de la neige, on s'est débrouillé, mais globalement, et ma crainte, moi, elle n'est pas la ressource, mais elle est plutôt la température. Alors c'est sûr, quand on parle d'altitude, il n'y a pas de souci, mais dès qu'on descend en dessous de cette barre de 1500 mètres, et peut-être sur certains massifs un peu plus bas, c'est là que ça pose plus de problèmes. Dernière question. Oui, bonjour. Dernière question, excusez-moi. Bonjour, Gérard Rougier. Alors, pour certains qui me connaissent dans la salle, je viens du milieu du ski, puisque j'ai été moniteur de ski. J'ai été à la Fédération française de ski d'Étienne pendant un certain temps, donc je connais bien ce milieu. Et aujourd'hui, je suis à la Fédération de golf. Et j'ai entendu parler monsieur le golf à la fin. Et j'ai été surpris dans vos présentations globales de monitoring des activités que le golf ne ressorte pas au moins comme une micro-activité dans vos stations, parce que je crois qu'on a à peu près une quarantaine de golf en station qui sont implantés. Et nous, en tout cas, la fédération, je ne sais pas si on ouvre une perspective pour vous, en tout cas, on a un avantage, c'est qu'on fédère totalement notre filière, qu'on fédère aussi tous nos clubs. Aucun des clubs de golf, 700 en France aujourd'hui, sont en dehors de la fédération. Et quand on engage une réflexion, on peut mobiliser et on représente, et on a fait parler de nous pendant la pandémie, puisque nous sommes la seule activité qui avons réouvert les premiers, qui sommes restés ouverts quand les autres ont fermé. Alors pour des histoires aussi de lobby, bien évidemment, mais aussi parce qu'on a beaucoup capitalisé sur un endroit où on ne nous cherchait pas, sur les sports de nature et sur sortir dehors dans les activités de nature. Et là, j'ai été surpris, mais en même temps, j'ouvre une voie parce que ici, je suis avec mes deux collaborateurs, un qui est sur les équipements et l'autre qui est sur l'environnement. On s'interroge aujourd'hui, savoir si c'est intéressant de venir réfléchir avec vous, la montagne, sur un projet de activité golf de montagne, enfin golf en montagne dans les stations, qui pourrait être une activité 4 saisons, je vous le rejoins certainement pas, mais peut-être une activité qui s'allonge dans le temps, parce qu'il y a moins de neige, une activité qui est confrontée, ce peut-être à quoi vous n'êtes pas encore confronté, c'est à la problématique des restrictions d'eau aujourd'hui. J'entendais parler de projeter de la neige projeter de l'eau pour faire de la neige, peut-être que demain on ne pourra plus. Et il faut s'y poser. Et aussi une activité qui pourrait mobiliser en termes d'activité de montagne les gens qui dament les pistes aujourd'hui pour entretenir des golfs. Et cette réflexion-là, donc bien évidemment, nous on ouvre une porte en disant il faut peut-être remodeler les pistes, parce qu'on pratique sur les pistes. On se promène sur un espace de 7 ou 8 hectares, donc ce qui veut dire qu'on se véhicule. Peut-être qu'on pourrait prendre des remontées mécaniques pour passer d'un trou à un autre. Et donc, voilà, j'ouvre cette question et j'aimerais bien avoir votre réaction là-dessus. Merci. Je suis golfeur et je joue dans les golfs de montagne, en particulier à Chamonix, mais dans beaucoup de golfs de montagne, donc je connais bien le sujet.
Moi, je ferais juste un petit parallèle avec ce qu'on a fait au Contamine, petit village, à nouveau, en toute modestie, où a été un aménagement de base de loisirs. 10 cours de tennis, un lac de baignade, mini-golf, practice, enfin, acrobranche, etc. Tremplin de saut. Quand je vois aujourd'hui l'investissement que ça représente, pour l'utilisation malheureusement limitée dans le temps qu'on a, on dit en général la montagne l'été, à part à Chamonix, parce que c'est un autre monde. On dit la montagne l'été, c'est 14 juillet, 15 août. Alors c'est une semaine avant s'il fait beau temps, et c'est 10 jours après s'il fait beau temps. Et sinon, ça se résume à ça. Et ce genre d'investissement, et je serai le premier intéressé en tant que pratiquant, il est tellement élevé que j'ai du mal à imaginer demain un village qui axe son investissement pour la diversification sur le golf. Même si je suis le premier à dire que ça serait une opportunité. Mais d'un point de vue économique, à moins de faire un golf, comment on dit, pas sauvage, mais un peu plus rustique, donc qui nécessite beaucoup moins d'entretien sur les greens en particulier, sur les fairways, j'ai quand même du mal à imaginer. Surtout que, quand on regarde la Haute-Savoie en particulier, mais la Savoie aussi, on a quand même aujourd'hui une offre golfique très importante. On fait partie des départements, malgré l'altitude, et des golfs qui fonctionnent. Chamonix, ça ouvre 15 avril, début mai, et là, ça commence à geler, donc la saison est quasiment terminée. Donc, on est le 15 octobre. Donc, si la Fédération française de golf a de l'argent pour nous aider à investir là-dedans, ça sera avec grand plaisir, mais sinon, ça me paraît compliqué. Et en plus, les employés travaillent effectivement à la compagnie du Mont-Blanc. Un autre avis sur la question du golf ? Pas de golf tout de suite au sommet du Sancy ? On a un golf rustique, justement, au Mont d'Or, donc qui demande moins d'entretien. Mais je pense qu'il faut que le golf, on puisse le pratiquer avec les remontées mécaniques, parce que ça va être la vraie question dans les 20 ans à venir. Mais bon, toutes les idées sont bonnes à prendre, parce que je pense qu'il va falloir faire vraiment un laboratoire et que chacun teste de son côté. Et les échanges comme on fait aujourd'hui sont aussi importants, parce que ça nous permet aussi de valider parfois des pistes, de trouver des idées et tout simplement de pouvoir expérimenter et trouver tous ensemble sans doute des résultats, ou en tout cas des idées et des expérimentations pour que l'avenir de la montagne soit réel, parce qu'on y croit tous. Eh bien, merci beaucoup, Luc, pour cette phrase de conclusion. Merci à tous les 6 d'être intervenus. Simplement, avant de vous quitter, je tenais à remercier bien entendu l'ensemble de nos intervenantes et intervenants qui sont venus. J'excuse Nathalie Faure qui a dû partir pour une réunion à 17h. Merci à tous les participants de s'être mobilisés tout au long de la journée. Je voulais aussi remercier toute l'équipe d'organisation, Nadège, Anne, Maxime, Émeric, Emmanuel, toute l'équipe du WTC, en particulier la régie qu'on a essayé de dynamiser cet après-midi. Sans oublier les bénévoles qui ont participé à l'organisation de cette journée. Journée, je vous le rappelle, qui est au milieu. On a fait un peu plus de la moitié du chemin, puisque demain, on se retrouve pour ceux qui seront des ultra-trailers là pour le coup, parce que sur 3 jours, ça commence à faire long, mais il paraît que c'est toujours la première journée la plus dure, ou la première demi-heure, c'est la plus dure en courant, et après, c'est que du plaisir. Donc la 3e journée, ça va être exceptionnel. Pour les assises nationales du vélo à assistance électrique, on va se focaliser avec cette nouvelle édition de ces assises sur le vélo à assistance électrique, tout son potentiel, tous ses enjeux, tous les freins. Donc on vous donne rendez-vous demain à partir de 8h30 pour l'accueil Café Croissant. Vous pouvez encore vous y inscrire si ce n'est pas fait. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve pour les professionnels juste derrière pour l'apéro After Work offert par notre partenaire, l'Outdoor Sports Valley.